Voilà, bienvenue alors aussi à cette séance de l'APME section luxembourgeoise. C'est avec grand plaisir que je vous présente un peu l'essence de mon travail des 10 à 15 dernières années, c'est-à-dire le monitoring du système scolaire luxembourgeois, les fameuses épreuves standardisées. Et pour tous ceux qui travaillent sur le terrain, je suis sûr que vous les connaissez parce qu'il y a pas mal de courriers avec le webstand qui vous a probablement rejoint dans les dernières semaines dans les écoles. J'essaye de clarifier un peu tout ça dans les 5 minutes qui suivent. Le tout se déroule un peu sous cette idée-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette citation. Elle vient de Edward Deming. En fait, c'est très simple. Ça veut dire que sans donner, vous êtes juste une autre personne avec des opinions, pour traduire en français. Et c'était un statisticien économiste, et je pense que ça résume bien l'idée du evidence-based decision making, du evidence-based policy making. Et en fait, dans une société moderne, c'est à peu près normal dans tous les domaines d'envergure de prendre des décisions sur base d'indicateurs, pour revenir sur ce que Marc vient de dire. Et pourtant, le monde d'éducation, en quelque sorte, fonctionnait très différemment encore depuis quelques années. Il fonctionne encore. C'est plus la pédagogie comme un art immesurable, etc. Et avec cette fameuse étude PISA que nous adorons tous, le tout a un peu changé. En fait, c'est cette étude-là, à large échelle, qui a introduit au niveau mondial cette idée du evidence-based decision making, du evidence-based policy making, donc l'utilisation d'indicateurs aussi dans l'éducation. Maintenant, n'ayez pas peur, j'ai beaucoup travaillé sur PISA, etc., mais je suis aussi partie de ceux qui trouvent ça tout à fait bien qu'on va participer moins, parce que je pense que PISA nous a emmené une certaine partie du chemin, mais maintenant je pense qu'il faut qu'on fasse un peu notre propre soupe. Juste pour résumer un peu les grandes conclusions de PISA, donc dans 15 ans de PISA, dans tous les cycles, tous les domaines, on a toujours été significativement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, conclusion, on a un problème de performance générale. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut clairement dire. Maintenant, ces rankings-là, juste pour perdre 2 mots là-dessus, c'est probablement l'information PISA la plus inutile que vous trouvez, c'est quand malheureusement celle que vous connaissez des RTL et de Word, etc. Ça fait le buzz, de compter la place, etc. Mais au final, c'est une info, à mon avis, pas très pertinente. Par contre, et là ça devient intéressant, ce qui est pertinent, c'est ce genre de graphique-là, c'est-à-dire des disparités entre différents sous de la population scolaire. Et ici, vous avez par exemple visualisé la différence entre élèves avec et sans arrière-fond migratoire pour être de façon exemplaire pour PISA 2012 pour la compétence scientifique, mais c'est toujours la même image à travers tous les cycles et à travers toutes les compétences. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que, ça c'est le genre de graphique où on ne peut pas être à la première place, d'ailleurs, si on parle de graphique, ça veut tout simplement dire que la différence entre élèves qui sont autochtones ou élèves qui ont arrière-fond de migration, elle est assez substantielle. Si vous regardez l'échelle, on parle d'environ 80 points, 40 points sur l'échelle PISA, correspond environ à une année de scolarisation, ce qui veut dire qu'entre l'élève moyen autochtone et l'élève moyen avec arrière-fond migratoire, vous savez, on a beaucoup au Luxembourg, il y a environ 2 années de scolarisation à l'âge de 15 ans pour à peu près toutes les compétences mesurées. Et c'est une différence systématique, bien sûr, c'est on dit average, donc il y a des différences, et on va trouver certainement des élèves autochtones avec des scores bien moindres, et en même temps aussi des élèves arrière-fond migratoire avec des scores excellents. Puis, si nous regardons les différences entre des élèves qui viennent d'un milieu socio-économiquement favorisé ou défavorisé, nous constatons que là, les écarts sont encore plus grands. Donc là, on atteint environ 110 points en moyenne. Donc là, on parle vraiment de différence de 2 ans et demi à 3 ans de scolarisation à l'âge de 15 ans. Ce qui veut clairement dire, en moyenne, un élève de 15 ans, s'il vient du quart défavorisé, point de vue niveau socio-économique de ses parents, il est en moyenne au niveau d'un gosse de 12 ans et celui qui favorise au niveau des 15 ans. Et ça, c'est un constat que nous avons dans toutes ces études, que nous retrouvons aussi dans les études nationales, et vous le voyez bien, là, le Luxembourg, il est quand même, point de vue ranking, pour parler ranking, très en avant. Donc c'est un problème qu'on voit dans tous les pays qui participent, dans toutes les économies, il y en a une soixantaine dans PISA. Et je pense que tout le monde lutte avec ce fléau du gap socio-économique,
mais il y en a quand même qui s'en sortent beaucoup mieux. Je pense que c'est complètement inacceptable qu'un pays si riche comme le Luxembourg ne fasse pas mieux. Ceci dit, ces facteurs, donc arrière-fonds migratoires, arrière-fonds socio-économiques, etc., tout ça c'est hautement corrélé. Donc si vous avez un arrière-fonds migratoire, les chances sont plus élevées qu'effectivement vous venez aussi d'un milieu défavorisé. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, là je parle juste de statistiques. Et en fait, si nous regardons comment ces facteurs se composent, là, de façon exemplaire, PISA 15 pour les sciences, nous voyons le grand bloc en vert foncé. En fait, 2/3 des disparités sont dues à l'arrière-fond socio-économique, ce qui veut dire que même pour un élève autochtone, il aura en moyenne 80 points de moins s'il vient d'un milieu défavorisé comparé à son collègue qui vient d'un milieu favorisé. Donc, bien sûr, l'arrière-fonds migratoire joue, bien sûr, la langue parlée à la maison, elle joue beaucoup plus que le fait d'être né ailleurs, parce qu'après, la validation, etc., ça se base bien sûr sur les langues, mais au final, le plus grand fléau, si je peux le dire comme ça, c'est l'arrière-fonds socio-économique. Et c'est bien sûr, c'est un désastre, parce que c'est quelque chose que l'enfant n'y peut rien, l'école n'y peut rien, l'enseignant n'y peut rien, limite les parents n'y peuvent rien non plus. Et je pense qu'il faut plus que jamais rapprocher l'éducation formelle et l'éducation non formelle, parce que s'il y a des solutions pour ce grand problème d'éducation formelle, c'est très probablement dans le non formel, c'est-à-dire offrir autour de l'école les ressources qui manquent peut-être à la maison, commencer très très tôt, et offrir des ressources qui manquaient pour éviter que ces gaps s'ouvrent constamment, etc. Donc c'est pas pour rien que dernièrement on essaie de rapprocher l'éducation formelle et non formelle. Vous connaissez les maisons relais, c'est un peu le modèle luxembourgeois de la, je sais pas comment on dit, Ganztagsschule, vous voyez tous les efforts qu'on fait en petite enfance. En fait, tout cela, ça vient en quelque sorte des constats qui viennent de ces grandes études, même si elles ne livrent que des indicateurs. Donc il n'y a pas de solution, il y a des indicateurs, comme Marc vient de le dire tout à l'heure. Après, une chose me tient particulièrement à cœur, et si on peut dire, si on parle d'un système scolaire qui est hautement inégalitaire, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'à la fin du jour, l'école n'est rien d'autre que le miroir de la société. Et c'est facile de dire avec ce genre de données PISA, etc., on a un problème d'égalité dans notre système scolaire, mais au final on a un grand problème d'égalité dans la société, parce que vous le savez bien, les écarts entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ils deviennent de plus en plus grands, et après, je suis aussi avec ces genres d'études, on parle beaucoup de néolibéralisation, de l'école, etc., mais bon, à la fin des jours, c'est aussi pour nous, la seule chose qui compte, c'est d'avoir la plus grande bagnole dans le garage que le voisin. Je veux dire, il faut quand même aussi un peu oser se regarder dans le miroir, et c'est toujours très très facile de taper sur l'école. Hein. Qu'est-ce qui explique ces résultats qui sont quand même assez affreux et quand même assez stables depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a en fait des indicateurs, parce qu'en avant on pilotait aveuglement? Eh ben, c'est la situation très spécifique quand même du pays. Donc nous avons un tout petit pays trilingue au cœur de l'Europe. Nous avons une population presque la moitié des résidents sont non autochtones. Ça se reflète bien sûr dans les élèves dans le système scolaire. Donc là aussi, environ la moitié des élèves ont un passeport qui n'est pas le passeport luxembourgeois. Le plus grand groupe, un quart de la population scolaire, étant le groupe lusophone. Mais comme je l'ai déjà dit avant, la nationalité n'est pas forcément qui fait le succès, parce qu'à la fin du jour, du passeport, on s'en fout. Ce qui est important pour le succès scolaire, c'est les langues parlées. Est-ce que j'ai une langue qui est en harmonie avec ce qui est utilisé après, ce qui est nécessaire après? Et là, on se rend compte qu'effectivement, 57% des élèves ne parlent pas le luxembourgeois comme langue maternelle sur toute la population de l'école fondamentale et secondaire. L'écart que vous voyez entre les 57 et les 44%, ça c'est rien d'autre que l'introduction de la double nationalité en 2009-2010, je pense. Voilà. Et si on regarde ce qui est dans la pipeline, on voit que ce nombre il augmente. Donc 65% en fait, donc 2 sur 3 élèves nouvellement scolarisés au cycle 1 ne parlent pas le luxembourgeois comme première langue à la maison. Ceci n'est bien sûr pas du tout un problème en soi. Je pense qu'il y a une situation inédite en comparaison à l'étranger. Je ne connais aucun autre pays où on a cette situation-là. Et je pense que c'est une source de fierté, le Luxembourg comme le melting pot, etc. Mais ça devient bien sûr un problème si on a un système scolaire qui implicitement exige quand même que 3 sur 3 élèves parlent luxembourgeois en fonction de comment après tout le literacy acquisition, etc. fonctionne. On essaye plus ou moins bien, depuis toujours d'ailleurs c'est historique,
de gérer cette hétérogénéité toujours en rendant les groupes d'étudiants de l'ONOS homogènes. Ça se fait d'un côté à travers un système qui est tracked, comme c'est le cas dans plein d'autres systèmes en Europe mais aussi au monde. Et ça, c'est d'un côté, c'est un mécanisme de gérer l'hétérogénéité, d'un autre côté, c'est un autre indicateur d'injustice et d'inégalité, parce que par exemple, on y retrouve, dans la filière la plus prestigieuse, on y retrouve que 22% en fait des élèves qui sont non autochtones. Donc c'est à la fois stratégie, mécanisme, mais à la fois aussi un niveau source d'injustice. Et l'autre mécanisme qu'on utilise aussi pour donc à nouveau rendre les groupes homogènes, c'est bien sûr le redoublement, on peut l'appeler maintenant allongement de cycle, etc., mais ça revient en même. Et en fait, quasiment 1/5 de la population à l'âge de 9 ans mais à redoubler déjà, donc pour 1/5 de la population scolaire, oui, l'école c'est l'échec. Et si on regarde les gosses à l'âge de 15 ans, nous voyons que la moitié a redoublé, et la moitié de ceux-là ont redoublé même plus qu'une fois. Et ça, c'est bien sûr, c'est un désastre. Maintenant, à nouveau, rappelez-vous de l'histoire PISA, 40 points, c'est environ le gain d'une année de scolarisation. Et bien, si dans notre échantillon des élèves de 15 ans, la moitié sont une classe moins haute qu'ils devraient l'être, déjà en moyenne, nous perdons sur toute la population 20 points. Après, si encore 25% ont redoublé même une année supplémentaire, on perd encore une fois sur tout l'échantillon 10 points. Donc, juste pour citer PISA, ce redoublement, il nous coûte 30 points en moyenne. J'espère que vous avez suivi mes calculs. Marc, tu me corriges si j'ai fait des erreurs arithmétiques. Hein. Mais voilà. Donc juste simple la situation, et cette situation elle est assez inédite. Comme je dis, je m'intéresse beaucoup à l'autre système et j'en connais pas un seul. Par contre, je ne pense pas que ce qu'on vit ici c'est unique, je pense que c'est avant-garde, ou avant-gardiste, je pense. Et tu rigoles, mais je m'explique. En fait, cette je dirais, super diversité, c'est un construct qui vient des sociologues. Au final, c'est rien d'autre que le changement démographique qui vient assez logiquement avec un monde globalisé. Maintenant, je dirais que ça se passe plus vite au Luxembourg que dans d'autres pays pour certaines raisons. Là, on est très petit, ce qui veut dire qu'on sent le changement juste plus fort et plus rapidement. De deux, donc on est multilingue, ce qui facilite l'immigration. Si tu as plus qu'une famille langagière à laquelle tu peux te raccrocher avec ta langue en tant que migrant, on est géographiquement bien positionné au centre de l'Europe, etc. Donc c'est un peu quand même sur tous les axes de communication. Puis on fait partie des premiers pays à frontières ouvertes, même avant l'Union européenne, etc., ce qui a de nouveau facilité l'immigration. Et cinquièmement, et finalement, et c'est très important, on a toujours eu une économie, une industrie qui ne tolérait pas uniquement l'immigration, mais qui en dépendait carrément pour fonctionner. Et je pense que tout cela fait que les challenges de notre système scolaire sont en fait les challenges de nos grands voisins de demain. Et si on regarde des centres urbains tels que Berlin, Paris, Berlin, 45% de la population scolaire sont effectivement aussi des non autochtones, grande différence. Il y a une target language, tout le monde doit apprendre allemand, et pas une sorte de mix de trois langues, où même nous on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est L1, L2, L3. Je pense que dans notre idée d'identité nationale, tout est L1. Voilà, donc ça un peu juste pour le contexte, et je pense qu'il faut le comprendre. Et Marc vient de le dire tout à l'heure, je pense que la situation sur le terrain, c'est devenu une mission quasiment impossible. Et effectivement, ce qui marchait très très bien dans le passé ne marche plus aujourd'hui. Et la situation est assez inédite. Je ne pense pas non plus qu'il faudrait essayer de chercher des solutions à l'étranger, parce que personne n'a cette situation-là. Et c'est à nous de développer ces solutions. Et si nous, on développons aujourd'hui, d'autres en auront besoin pour demain. Et cela fait que le Luxembourg est rien d'autre qu'une sorte de sim country dans l'éducation. Donc c'est une sorte de living laboratory. Et tout ce qui se fait ici en éducation, ça a une relevance énorme au niveau international. Ça, nous, on le constatons tous les jours dans le monde de la recherche. Retournons à PISA, que nous adorons tous. S'il y a des pays qui s'en sortent moins bien, donc performance générale, disparité, etc., il y en a aussi qui s'en sortent mieux. Vous vous rappelez certainement des premiers discours de PISA au Luxembourg, le Scandinavia, etc. Bon, ça veut dire tout et rien. Et en fait, pendant que nous, on était encore en train de discuter si on serait mieux, si on aurait pu faire PISA en luxembourgeois, etc. Ces discussions, qui même aujourd'hui, ne sont pas encore vraiment clôturées. D'autres pays, ils ont accepté leur échec en quelque sorte, et Allemands aussi, il y a eu un sacré PISA choc. Et eux, ils ont écrit en 2003 je trouve, parmi la meilleure expertise du cours sur
cette approche qualité, développement standard, etc. C'est la fameuse climat expertise. Ces idées-là, on les a lues au Luxembourg à main. J'étais trop rapide là. Et en fait, ce qui semble être le scoop, hein, j'ai raté, c'est comme rater la blague. Hein. Bon, et le scoop, en fait, ce qui semble être vraiment un indicateur de systèmes qui, sont plus performants et de deux qui sont beaucoup plus équitables, c'est l'assurance qualité systématique. Marc a déjà pas mal parlé de ce que ça veut dire. Moi, je vais aussi en parler un peu après, un peu moins théorique, un peu plus pratique. Hein. Mais ces idées-là, dans cette expertise clim, on l'a lu, même si on se battait encore dans toutes les discussions PISA. Et en 2007, on a sorti ce petit bouclet, ce petit livre-là, c'est un numéro spécial de l'éducation nationale. Je ne sais pas qui l'a lu. Peut-être une très bonne question. Est-ce que quelqu'un connaît ce petit livret? Toi, Amina, je sais. Mais à part ça, donc en fait, parce que ces 10 pages-là, c'est ça un peu la stratégie qualité, stratégie monitoring, pilotage, etc. du Luxembourg. C'est là où toute cette démarche, elle a démarré. Et je pense qu'effectivement, chaque enseignant avait ça dans sa boîte à lettres. Après, regardez bien le cover, si on sort une brochure en 2007 avec ce look-là, je peux pas s'étonner que personne n'ouvre le truc. Hein. Mais voilà. Mais en fait, on reprend un peu les idées de l'expertise clim et des rapports internationaux PISA dans ce petit bouclet. En fait, il y a 3 grandes idées qui sont dedans. C'est pas si articulé que ça, mais quand même, il y a 3 grandes idées. La première et la suivante, elles sont assez simplistes. C'est se dire d'abord, il faut qu'on se décide sur les outputs. Donc, quels sont les targets, quels sont nos objectifs? Au Luxembourg, on a appelé ça socle. Donc, qu'est-ce qu'on veut que les élèves atteignent ou soient capables de faire à un certain moment de leur scolarité? Il y a eu des grandes discussions, jusqu'à présent, même pour moi, c'est pas clair si les socles de compétences, c'est des standards minimums ou c'est des standards normes, etc. Mais quand même, on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on veut qu'au final, après un cycle XY, chaque élève devrait au minimum savoir faire. Ça semble absolument évident, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Traditionnellement, nous avons un système qui fonctionne comme beaucoup de systèmes scolaires de l'Europe centrale, de la façon suivante. Nous avons des plans d'études qui décrivent minutieusement qui doit faire quoi, à quel moment, etc. et comment. Après, on l'applique en classe. Très souvent, c'est traduit dans le livre scolaire, c'est pratique pour tout le monde. Mais à la fin du jour, et je dis ça avec un grain de sel, c'est avec un pinch of salt, ce qui en sort, ça n'intéresse personne. J'ai fait mon programme, c'est pratique pour tout le monde. C'est l'inspecteur, il vient en classe à Noël, il tape dans le livre de mathématiques, page 42, magnifique. Vous êtes censé à la page 38, donc vous êtes très très bien travaillé. Donc c'est vraiment des décisions de plan fort. Et ça, c'est pas quelque chose de niveau Luxembourg. L'Allemagne fonctionnait comme ça, la France fonctionne encore de nos jours comme ça. Et à partir du moment où on définit donc les targets, les socles, peu importe comment on les appelait, on a implicitement aussi changé complètement le pilotage du système et on a fait ceci. Donc en quelque sorte, on a dit voilà, maintenant on va beaucoup moins définir qu'est-ce qu'il faut faire, quand et comment et pendant combien de minutes, mais nous savons vers où nous voulons amener chaque élève idéalement. Et comment nous y arrivons, et là, pour la première fois, l'enseignant a une certaine liberté. Et je sais que PISA, par exemple, vous ne l'aimez pas trop, hein, et je peux tout à fait comprendre, parce que voilà, la communication autour était désastreuse, mais en fait, ce qu'il faut voir en 2009, c'est une des suites de tout ça, la réforme de l'école fondamentale, et aussi la réforme de la carrière des enseignants fondamentaux. Tout le monde a été levé, etc. Et bien pourquoi? Parce que dans le premier scénario, on est juste un enseignant qui s'applique une recette. Donc vous cuisinez selon une certaine recette. Dans cette nouvelle approche, on part différenciation, c'est-à-dire le schéma A peut être le schéma pour l'élève A et l'élève B, il aura besoin du schéma B. Et du coup, l'enseignant n'est pas reconnu comme quelqu'un qui cuisine juste selon une recette, donc il sait lui-même adapter des recettes, inventer des nouvelles recettes, etc. Donc en fait, ça a fondamentalement réformé et revalorisé la profession de l'enseignant. Je sais que ça aussi, ça n'était pas communiqué comme ça, mais c'est ça un peu les idées derrière. Et maintenant, je vais revenir sur quelque chose que Marc vient de dire aussi. Et en fait, si nous accordons plus d'autonomie aux écoles, ce qu'on fait exactement dans un pilotage qui se fait dorénavant pas par les inputs, mais par les outputs, automatiquement, ça ne peut que fonctionner s'il y a aussi plus d'accountability, plus de responsabilité. Sinon, à la fin du jour, on va juste réduire la qualité.
Et c'est exactement là donc, on peut parler donc, du fameux monitoring scolaire dont je vais maintenant aller dans le détail. Ça s'appelle les épreuves standardisées au Luxembourg, et juste pour vous donner quelques exemples, donc ça se fait maintenant en novembre, tous les novembre, on parle d'environ 28 000 élèves, dont 12 000 complètement digital. On va administrer au mois de novembre environ 100 000 tests de compétences, 28 000 pré-tests pour vraiment déjà préparer les passations futures, 40 000 questionnaires pour élèves, pour parents, etc. Et ça, gardez cette idée-là en arrière-tête, on va aussi sortir environ 70 000 feedbacks tailor-made, par comme l'autre, texte adaptatif, graphique adaptatif, etc. pour différents niveaux. Et ça, c'est pas du tout habituel pour un système de monitoring, je vais revenir là-dessus. Ça veut aussi dire que nous devons développer 15 nouveaux tests par an, ça équivaut à peu près à 600 nouveaux questions et thèmes qu'on développe très étroitement avec les gens du terrain. Donc juste ça pour dire, c'est une sacrée opération avec le grand but de fournir des indicateurs exploitables à différents niveaux. On ne fournit pas des solutions, on fournit des indicateurs. J'insiste vraiment là-dessus. Et le voilà donc, nous testons donc, c'était quelque chose qu'on a mis en place depuis 2007, ce n'est qu'en novembre 2008 qu'on a finalement pour la première fois mis en place le modèle intégral. Donc nous testons au début de la première, 3e, 5e, 7e et 9e année d'études de façon rétrospective si les socles dont des compétences clés ont été atteints. C'est ça un peu le grand modèle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la première année d'études? Ça veut dire qu'on teste en fait les socles du cycle 1 au début de la première année d'études. Donc c'est les pre-mathematical skills, c'est les précurseurs du langage écrit, c'est l'écoute ou la compréhension de l'oral en luxembourgeois, le luxembourgeois étant la langue d'intégration dans le cycle 1. En 3e année d'études, nous testons la compréhension de l'écrit en allemand, l'allemand étant la langue d'alphabétisation, nous testons les mathématiques et aussi la compréhension de l'oral allemand. Et à partir de la 5e année d'études jusqu'en 5e, 9e, c'est mathématiques, lecture allemand, lecture française. En y ajoutant des questionnaires, parce que bien sûr c'est hard indicators, c'est très bien d'avoir les performances, mais à la fin du jour, nous savons tous que les élèves, c'est beaucoup plus que juste lecture et mathématiques, donc on s'intéresse à leur motivation, à leurs attitudes envers l'école, etc. Et bien sûr, si on veut monitorer ces sacrées disparités que je vous ai montrées tout à l'heure, il faut aussi avoir les variables en question, c'est-à-dire il faut poser la question sur leur pays de naissance, et donc parler à la maison, et aussi le travail de l'éducation de leurs parents. Chez les petits, on pose ces questions-là aux parents même, à partir de l'école secondaire, on les pose aux élèves. Donc nous n'allons pas faire des analyses sur le niveau individuel et montrer que les fils d'électriciens sont plus comme ci, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment pour monitorer comment se développent ces disparités, tout en espérant que les différentes mesures qu'on met en place vont finir par montrer une réduction. Maintenant, ce qui est très intéressant et très particulier, c'est que tous ces données-là, on peut les ancrer de façon longitudinale. Et comme on est un très petit pays, et quand même très divers, très hétérogène au niveau de la population, dans un monitoring normal, je dirais, comme le font d'autres pays, on travaille sur des échantillons. Par contre, nous avons une cohorte de naissance qui équivaut à peu près à 5300 élèves. Et si on voudrait prendre un échantillon qui a la statistical power nécessaire pour faire les analyses, qui recouvre tous les groupes de façon satisfaisante, etc., nous finirons quand même par atteindre à peu près 4500 élèves. Alors c'est plus facile, point de vue logistique, de prendre la population totale, ce qui nous met dans une situation unique où nos panels sont des cohortes entières. Et ça, c'est quelque chose, si nous le présentons dans le monde scientifique, et comment les gens commencent à rêver, c'est vraiment c'est un rêve de psychométricien. Je vais encore tout à la fin revenir un peu là-dessus. Voilà, donc ça c'est un peu le modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'on produit? Étant un monitoring scolaire, bien sûr, notre premier niveau d'analyse, c'est le niveau système. Donc il y a des rapports nationaux, comme on l'attend. Par contre, et je l'ai déjà dit, quand on a cette situation unique, que tout le monde participe, du coup, chaque année, on a des données sur tous les élèves des premières, 3e, 5e, 7e, 9e années, toutes les classes qui ont participé, toutes les écoles qui ont participé, et ce serait dommage de ne pas partager ces données-là, qui sont en quelque sorte des byproducts, avec les différents interlocuteurs. Voilà pourquoi on a un système qui est unique dans le sens que nous partageons, en fait, et en le faisant 2 mois après la passation. Donc les passations, c'est en novembre, fin janvier, nous sortons donc 70 000. Ah, tu vois, je suis belge aussi, moi. Nous sortons donc 70 000 rapports qui peuvent justement aussi être utilisés à des fins différentes que juste le monitoring systémique. Et
Donc très concrètement, pour revenir à l'idée avant, avec le monitoring, qu'est-ce que nous analysons au niveau système? Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'implémentation et l'évaluation des standards, combien les atteignent, etc. Est-ce qu'ils sont adéquatement posés, hein? C'est quelque chose une question qu'on ne s'est jamais posée. On a un référentiel théorique, on a juste supposé que celui qui a écrit ce document, il savait exactement comment la population allait se comporter empiriquement, etc. Mais sur le niveau en dessous, on peut donc utiliser ce genre d'infos aussi pour le développement scolaire. C'est des infos où vous pouvez, si vous avez un PDS, si vous avez un certain plan, vous trouvez l'un ou l'autre indicateur dans ce rapport, vous avez une hypothèse qui va devoir évoluer en fonction de ce que vous faites. Le monitoring vous offre la possibilité de faire ça. Puis au niveau classe, c'est une vue, je ne dis pas du tout, hein, attention, pas du tout plus correcte, parce que l'évolution de l'enseignant, mais c'est une vue complémentaire. Si nous voulons le fameux reflective practitioner de choses que vous connaissez tous, je pense qu'il faut les fournir les bons outils. Et là, justement, il faut fournir des indicateurs, et c'est ce que nous faisons. Et après, bien sûr, c'est un peu la formation initiale, formation continue, etc. Il faut aussi donner une chance aux gens à apprendre à lire ces indicateurs et à travailler avec. Mais en fait, c'est une sacrée richesse. Et finalement, on a même des rapports donc, au niveau élève qu'on partage aussi avec les parents. Et là, ça peut, par exemple, servir, même si ce n'est pas le principal de toute l'opération, à identifier des élèves à besoins spécifiques. Imaginez que vous avez vraiment fait de votre meilleur et quand même vous vous retrouvez parmi les 5% les moins performants en mathématiques, peut-être que ça ferait sens de faire alors un diagnostic plus profond avec une hypothèse potentielle de dyscalculie. Donc on pourrait potentiellement exploiter tous ces morceaux sur différents niveaux, et encore beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, et progressivement on essaie d'implémenter ce genre de procédure. Mais, et ça j'y tiens à le préciser, si vous lisez le rapport climat, il va vous dire clairement que pour ces différentes finalités, il faut avoir différents outils. A priori, je suis d'accord. Après, il faut aussi savoir que ce genre de dispositif ça aurait été inimaginable à l'échelle d'un pays de l'Allemagne, et je pense même en Belgique, ça n'aurait pas été possible. Hein. Ça ne marche que dans un petit pays comme l'autre. Donc pour une fois, c'est un avantage de très petit. Mais, quand même très très clair, le dispositif n'est pas, j'ai aucune idée comment expliquer ça en français. Donc là, la fameuse Eierlegende de Wollmilchsau, est-ce qu'il existe une expression? Bon, je pense que vous avez compris. Hein. Donc c'est pas du tout ça, clairement c'est un dispositif système, les autres c'est des byproducts qui ont une certaine utilité. Et si nous aurions créé un outil qui aurait comme but primaire, par exemple le diagnostic individuel, on aurait créé complètement différent. Bon, après, si on a agrégé ces données-là, on retrouverait ça, donc il y a peu d'utilité au niveau système. Voyons voir à quoi ça correspond. Donc, ces rapports nationaux, d'ailleurs, qui sont librement accessibles pour tout le monde. Vous trouvez, comme dans les rapports PISA, etc., des indicateurs, donc combien d'élèves sur les socles, en dessous du socle, etc. Vous trouvez des trends à travers les années. Et ça, d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est une des raisons pourquoi je dis qu'on n'a pas autant besoin de PISA de nos jours. PISA, tous les 3 ans, nous livre 3 trend points sur 3 compétences pour les gosses de 15 ans. Le monitoring s'est fait tous les ans sur 5 niveaux, donc dans 5 populations d'âges différents, et chaque fois aussi avec 3 tests de compétences. En quelque sorte, nous avons 45 trend points de notre propre monitoring dans le même temps que PISA nous en livre 3. Donc on peut retracer le trend vers où va les systèmes scolaires de façon beaucoup plus minutieuse avec nos propres outils. Pareil pour retracer l'évolution des disparités, etc. Parce qu'on a effectivement les mêmes variables dans nos bases de données. La seule chose que le monitoring national ne pourra jamais assurer, c'est un peu le benchmarking international. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs que nous nous posons, est-ce qu'ils sont trop haut, trop bas, etc. en comparaison internationale. Mais je pense pour ça, il ne faut pas participer tous les 3 ans aussi à PISA. Voilà, ceci dit, et d'ailleurs, moi je suis le head scientifique de PISA Luxembourg qui dit ça. Hein. Voilà. Après là où c'est bien intéressant, c'est donc cette longitudinale. Et là, peu à peu, on commence à récolter les premières longitudinales, c'est-à-dire qu'on peut faire les liens de où sont les élèves en première et sur quel niveau ils se trouvent en troisième, et voilà. Et ça crée ce genre de river plots. Les premiers ont été publiés dans le Bildungsbericht il y a à peu près 1 an, donc je vous invite vivement à lire, c'est très très intéressant. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste retenez ceci, c'est un peu vraiment comme regarder à travers la matrix, c'est vraiment comprendre comment on arrive aux disparités qu'on constate dans ces indicateurs
Parce que si on voit juste des photos momentanées, on n'a toujours rien compris et c'est très difficile encore à remédier. Mais à partir du moment où on comprend comment on y arrive, peut-être on peut aussi justement changer la situation. Donc c'est des indicateurs beaucoup plus puissants, beaucoup plus complexes et plus compliqués aussi que juste des simples pourcentages. Maintenant, nouveau, ça existe depuis 1 an et c'est un nouveau, vous pouvez tout de suite le tester sur vos smartphones. Parlant indicateur, on a introduit le dashboard Epstan. Donc vous pouvez, toutes les données Epstan des 10 dernières années, et à partir de mars, on va mettre les nouveaux données dedans qu'on va récolter maintenant en novembre. Toutes les données sont librement accessibles, bien sûr pas de ranking scolaire, pas de ranking classe, rien du tout, mais les analyses système, et vous pouvez donc les faire pour toutes les grade levels que je viens de citer, et avec jusqu'à 3 split variables. Donc vous pouvez vous-même vous créer vos rapports qui vous intéressent, c'est très intéressant pour des journalistes, pour des chercheurs, et actuellement nous réfléchissons à justement créer ce genre de dashboard aussi pour les écoles, pour les directions régionales, etc. Parce que je pense que si on veut que les gens travaillent avec les indicateurs, il faut aussi les rendre accessibles. Bien sûr, dans ce deuxième cas de figure, on les met accessibles aux bâtiments, etc. Ce sera avec une authentification en bonne et due forme de droit. Là, ce ne sera pas accessible au tout public. Donc dashboard.epstan.lu, vous allez jouer un peu avec nos données. Maintenant, et je parle de qualité scolaire, c'est quelque chose bien sûr qu'on peut piloter au niveau système, mais c'est quelque chose qui se passe quand même essentiellement dans les écoles, c'est plus un grassroots movement. Et donc de quoi ont l'air ces fameux rapports qu'on sort toujours fin janvier. Donc pour toutes les compétences mesurées dans votre école, vous allez trouver donc en vert le pourcentage d'élèves sur niveau avancé, à niveau socle, en dessous du niveau socle, en comparaison avec le pourcentage au niveau national. Donc vous avez dans un seul graphique à la fois un lien avec le standard, où on a la ZART-norme, donc avec la référence, et en même temps vous avez aussi les liens avec la norme sociale, parce que vous savez, il y a ces trois normes, il y a un nombre pulsatif, donc on compare une entité, un étudiant, une classe, une école dans le temps, on a la norme sociale où on compare donc à la norme, à la population, et on a donc a priori la norme la plus forte après un système qui se pilote dorénavant par les standards, c'est donc la comparaison avec les standards. Tout ça dans une seule graphique, ça vous donne une très belle idée de façon objective où votre école se positionne. Ça peut être très différent d'une compétence à l'autre, etc. Parfois il y a des surprises, parfois il y en a pas. Vous avez, pour chaque compétence, vous avez aussi une distribution donc de la population qui est beaucoup plus fine. C'est moins intéressant au niveau école, mais ça peut être très intéressant au niveau classe, parce que je vais vous montrer après, le rapport est quasiment identique. Ça peut vous donner des idées pédagogiques. Est-ce que je travaille de performance group, est-ce que je fais des pairing schemes, ce genre de choses. Et peut-être qu'un modèle de classroom management est bien adapté pour une branche, peut-être une autre branche qui est un peu plus homogène, etc. Donc on peut, si on a l'assessment literacy nécessaire, on peut vraiment beaucoup sortir de cela. Gardez quand même en arrière-tête, c'est un byproduct, donc si on aurait créé quelque chose uniquement pour cette finalité, ce serait différent. Et c'est un peu difficile parce que je sais que tout le monde, chaque acteur du système, il cherche toujours l'utilité maximale devant son nez. Et c'est tout à fait compréhensible, mais gardez en arrière-tête, on sort, c'est là, c'est intéressant, c'est informatif, mais c'est un dispositif qui est primairement un dispositif système. Après, là ça devient intéressant, vous avez bien sûr la moyenne du pays, la moyenne de votre école, et puis ce petit truc gris qui rien d'autre qu'une sorte de value-added modeling ou de comparaison de fair feedback. Et ça veut en fait dire que nous savons que le succès scolaire, ça dépend de pas mal de variables, comme j'ai dit tout à l'heure, que ni l'école, ni l'enseignant, ni les contrôles. On peut donc sortir cela pour rendre vraiment des écoles et aussi des classes comparables l'une avec l'autre, comme si statistiquement, sur ces paramètres-là, ils n'auraient pas de différence. Et ça permet en fait de dire à des personnes qui travaillent dans des milieux très je dirais durs, compliqués, je pense légitimement on dise à quoi bon de faire ces tests, toute façon je sais que c'est en dessous de la moyenne nationale, alors on peut quand même leur expliquer et leur montrer clairement vous faites du très bon travail parce qu'en tenant compte de votre population, vous avez en fait en moyenne réussi à faire plus que statistiquement parlant, que d'autres avec des populations comparables ont réussi. Et d'ailleurs, donc, autre parenthèse, c'est exactement ces contextes-là, donc où
long terme, on voit qu'on crée de la valeur positive qu'il faudrait analyser de plus près. Et c'est là justement quelque part que peut-être le modèle luxembourgeois de comment gérer de façon adéquate cette hétérogénéité énorme qui risque de nous écraser, comment gérer ça. Ça c'est un projet de PhD actuellement qui se déroule au LU7 et c'est aussi un projet de PhD qui va être, je pense, la deuxième qui se fera en étroite collaboration avec l'Observatoire national de la qualité scolaire. Donc, on cherche aussi des solutions, mais toute cette évidence du monitoring, les indicateurs, toute cette évidence méta-analytique, telle que la fameuse étude ATI, il n'y a pas de solution miracle là-dedans. Il faut aller plus loin. Puis, au niveau classe, on sort exactement les mêmes rapports. Juste là, les élèves sont identifiables, donc vous, en tant qu'enseignant, vous savez exactement quel numéro correspond à quel élève, parce qu'au final, vous devrez travailler avec ces élèves, mais pour le reste, tout le rapport s'est créé exactement de la même façon. Il y a une idée là derrière, pourquoi c'est parallélisé, parce qu'en fait, chacun reçoit juste son rapport. Mais bien sûr, nous apprenons tous plus ensemble si nous osons mettre les rapports ensemble. C'est-à-dire, si je mets mon rapport classe à côté du rapport classe de mon collègue, et si nous apprenons plus, nous avons une dimension de comparaison supplémentaire. Si je compare mon rapport classe avec celui de l'année avant et de l'année avant, alors j'ajoute cette norme ipsative dans le temps, j'apprends plus. Et si nous sommes très très courageux, nous mettons tous nos rapports classe ensemble et nous allons chez le président de l'école ou chez notre direction régionale, on va le comparer avec le rapport école, et à nouveau nous ajoutons des dimensions de comparaison supplémentaire. Effectivement, nous allons voir que chez l'un, il y a ceci qui marche mieux, chez l'autre, il y a celle-là qui marche mieux. Donc, nous pouvons vraiment, en collaboration, apprendre l'un de l'autre. Parce qu'à nouveau, je ne crois pas que la solution, elle est au-delà des frontières du Luxembourg, etc. Je pense que c'est à nous de le développer, sinon personne ne le fera. La même chose, juste au niveau classe. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, on a bien sûr aussi les données du questionnaire. J'ai dit c'est beaucoup plus que juste les compétences. Donc, à nouveau, vous voyez le concept en soi, la motivation, etc. Aussi l'anxiété dans votre classe en comparaison avec toutes les classes, c'est-à-dire la population nationale. Et là, pareil, si je me rends compte que j'ai des résultats assez catastrophiques en mathématiques, et je me rends compte que les élèves ils ont beaucoup plus peur en maths, c'est là que je dois agir. Je dois travailler sur la peur et voilà, après, c'est bon, j'ai une base pour travailler sur la compétence. Et finalement, il y a les rapports individuels. Bon, ça, je vais le sauter, on seront plusieurs langues, parce que nous savons que tout le monde parle la même langue. On essaye de plus tenir compte de la situation aussi des parents. Nous travaillons sur une version anglaise encore. Et c'est pareil, donc c'est le même résultat, avec une explication à côté. Tout cela, d'ailleurs, vous pouvez le télécharger sur epstein.lu. Nous offrons des feedbacks exemplaires, parce que nous jouons vraiment la carte de la transparence partout là où nous pouvons le faire, parce qu'on n'a rien à cacher. Je sais que tout ça, ça fait peur. C'est aussi une opération 28 mineurs tous les ans, etc. Donc j'en suis parfaitement conscient que voilà, c'est délicat. Voilà, et au final, il faut juste avoir quelque part une clé, parce que pour faire ce suivi longitudinal, il faut savoir quel était le numéro de l'élève en première, troisième, cinquième, etc. année d'études. Donc voilà pourquoi c'est pas anonymisé ou pseudonymisé, sinon ce serait pas possible non plus de faire tous ces feedbacks sur les différents niveaux. Et cette clé-là, qui nous permet donc à un certain moment de faire le lien pour des raisons organisationnelles entre les bases de données du ministère et celles de chez nous, elle est donc chez une société dans le domaine du trust, il y a un notaire derrière, etc. Donc même avant qu'on parle des GDPR, on est déjà plus que compatible avec tout ça. Voilà, je sais, 5 minutes. Pour clôturer plus ou moins, voilà, toute cette mesure, comment est-ce que ça va améliorer quelque chose? Et bien sûr, la mesure, elle n'est pas une fin en soi, ou pour le dire avec les mots d'un assez fameux professeur allemand, Funding wird die Sau nicht fest. Donc voilà, comment est-ce qu'on va maintenant améliorer le système scolaire à travers tous ces collectes, avec tous ces tests pour citer certains. Voilà. Donc, primo, nous avons des indicateurs. Donc, progressivement, nous allons enfin, et là, rappelez-vous de la citation avec laquelle j'ai commencé la présentation, progressivement changer un dialogue qui est sur un dialogue qui est basé sur des faits, sur des indicateurs. Et je pense qu'il faut être très courageux dans le sens que notre système scolaire, historiquement, il est vraiment axé très déficitaire. Pour la plupart des gens, l'évaluation, c'est prendre le pic rouge ou vert de nos jours et souligner les erreurs.
Et je pense que cette attitude par rapport à l'évaluation, c'est pas du tout constructiviste. Et je pense qu'il faut vraiment complètement changer notre approche. Je veux dire, l'évaluation n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'un processus. Et il y a l'évaluateur qui vient et qui récolte des données, etc., qui partage. Ça n'y vient pas pour me punir ou pour me dire ce que je fais pas bien, etc., mais c'est quelqu'un qui me donne une vue complémentaire sur ma pratique et qui m'aide à améliorer ce que je fais déjà très bien. Parce que, rappelons-nous, les challenges sont vraiment d'envergure. Donc, Camfort et Rolf, qui ont écrit mon livre favori sur le quality management dans l'éducation, ils partent toujours d'une qualité, d'une culture d'évaluation authentique qui devrait commencer par l'auto-évaluation et par l'auto-réflexion. Et à nouveau, c'est rien d'autre que le reflective practitioner de choses, etc. Mais cette fois-ci, donc, il faut donner des outils, il faut donner des indicateurs, entre autres. Hein, ce n'est pas les seuls outils à donner. De deux, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, rappelez-vous les lunettes Matrix. Nous créons une sorte de treasure trove monumental qui nous permet vraiment pas juste de voir quelle est la situation à certains moments, mais comment nous y arrivons. Donc c'est tout ce retracé longitudinal qui, in fine, donc, permet peut-être, une fois qu'on comprend aussi, de remédier une autre chose. Bon, maintenant, si post-hoc, on sait ce qui s'est passé, voilà, on est quand même dans la merde. Désolé l'expression, mais c'est comme ça. Hein. Et il y a donc une troisième finalité où on peut justement, à travers ce monitoring aussi, tester des hypothèses a priori, ce qui veut dire nous avons quand même certaines idées de ce qui pourrait fonctionner, changer les choses pour mieux, etc. Et là, on a mis un outil en place qui peut servir vraiment de backbone pour pas mal d'études satellites, tout projet, toute étude d'intervention. On pourra rigoureusement, vraiment, à travers ce monitoring, que chacun parcourt, mesurer ces interventions sur leur efficacité. Et en fait, on n'a même pas besoin d'un vrai contrôle, mais on peut, à travers des propensity score matching, choisir des statistiques twins, donc des jumeaux statistiques. Et c'est là à la fois au niveau élève, mais aussi au niveau classe, ou peut-être au niveau bâtiment. Au bâtiment, c'est un peu difficile, surtout au secondaire, parce que le nombre est assez réduit. Mais en quelque sorte, c'est aussi vraiment, prospectivement, ça fait partie de la solution. Voilà, juste quelques autres perspectives, je l'ai déjà dit. Donc, pour travailler les indicateurs, il faut les rendre accessibles. Nous nous rendons bien compte que pour l'instant, ce n'est pas forcément optimal. Et nous travaillons effectivement sur l'idée de ce qui existe déjà au niveau système, de développer aussi au niveau école, voire district, donc région. Bon. Une deuxième idée, si on parle de qualité scolaire, à un moment, il faudra vraiment réfléchir s'il ne faudrait pas ajouter aussi des questionnaires école et des questionnaires classroom. Et attention, c'est comme moi je suis de ball, de demande, donc je ne parle pas explicitement pas des questionnaires enseignants, je parle vraiment de questionnaires classroom sur les pratiques, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'enseignement, ça a à voir avec ce qui se fait dans la salle des classes, parce que là, effectivement, on pourrait rendre tous ces rapports encore beaucoup plus informatifs, ceci notamment pour les rapports MESO, c'est-à-dire les rapports classe et les rapports école. Et finalement, au point de vue scientifique, bien sûr, il y a cette idée-là potentiellement derrière. Je vous l'ai dit, nos panels sont des cohortes entières, c'est unique au monde, ça n'existe nulle part. C'est une richesse monumentale. On a eu une étude déjà avec une longitudinale de 40 ans sur laquelle j'avais aussi la chance de travailler, c'était une étude Magritte. Ça se publie à merveille au monde entier. Et potentiellement, c'est aussi une sorte de backbone vraiment pour toute la recherche luxembourgeoise qui, d'un côté, nous fait évoluer dans notre système, de l'autre côté, fera aussi la réputation et la renommée du pays. Voilà, pour clôturer, je vais rester dans les 5 minutes. Voilà, donc rappelez-vous mon message n'était pas du tout que c'est donc très clairement la mesure tout court n'a rien changé, donc il faut travailler avec ces données et au final un peu provocatif aussi. So with data, you are just not a person with data and an opinion. Donc à nouveau, même les indicateurs, etc., voilà, il faut les utiliser de façon intelligente. Voilà. Merci beaucoup.